Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la neuvième vidéo de la formation gratuite sur YouTube, comment créer son entreprise étape de A à Z. On est bientôt à la moitié. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le mix marketing, donc les fameux 4 P plus les 6 P bonus, pour que vous puissiez définir votre offre. Juste avant de commencer, encore une fois, je vous rappelle que cette vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète, totalement gratuite sur YouTube. Donc allez voir la présentation de cette formation et les vidéos précédentes, vous avez tous les liens dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à créer ce contenu, alors n'hésitez pas à partager avec ceux qui veulent créer leur entreprise, vous abonner, mettre un j'aime et laisser un commentaire. Pour poser vos questions et échanger, il y a un groupe privé d'entraide sur Facebook, vous avez le lien dans la description et vous pouvez aussi évidemment poser directement vos questions dans les commentaires. On passe maintenant au support, c'est parti. Aujourd'hui, avant de parler du mix marketing, on va voir la matrice SWOT que vous pourrez aussi utiliser pour votre entreprise, l'introduction au marketing, pourquoi les gens achètent un produit ou un service, quelles sont les étapes entre guillemets du mix marketing, et ensuite les 4 P et les 6 autres P du mix marketing. Avant de vous parler du mix marketing, voyons un outil qui est très connu qui permet d'analyser l'environnement externe et interne de votre projet, la matrice SWOT. Alors on peut penser que c'est un outil marketing vieillot, mais l'utiliser, ça permet de prendre du recul sur votre projet et vous poser les bonnes questions. Donc la matrice SWOT, ça a pour intérêt de rassembler et de croiser les analyses internes et externes avec les environnements micro de votre entreprise, donc ça va être vos concurrents, vos partenaires, les acteurs proches de l'entreprise comme les clients, et les environnements macro de votre entreprise. Donc ça, c'est tous les facteurs qui peuvent influencer votre projet sans que vous puissiez y faire quelque chose. Donc par exemple, la politique, s'il y a une nouvelle loi qui sort, vous ne pourrez pas agir dessus. L'évolution de la technologie, l'économie. Donc en général, ça, on utilise un autre outil qui est aussi connu, qui est le PESTEL, pour déterminer tous ces facteurs qui peuvent influencer votre projet sans que vous puissiez y faire quelque chose. Si on regarde de manière un peu plus détaillée, donc tout ce qui est interne, donc l'environnement micro, donc on a déjà les forces. Donc les forces, ce sont les points positifs que vous avez qui vous donnent un avantage par rapport à vos concurrents. Alors par exemple, vous avez un secret de fabrication. Après, il y a les faiblesses. Donc les faiblesses, ça va être les points négatifs que vous avez, que vous pouvez améliorer parce qu'ils pénalisent le développement de votre projet. Donc par exemple, vous avez une non-connaissance du marché sur lequel vous souhaitez vous lancer. Dans ce cas-là, ça va être une faiblesse qu'il va falloir améliorer. Donc, exemple de force et de faiblesse, ça va être votre produit, la qualité du produit, le prix du produit, l'image. Donc, par exemple, pour changer ça, le prix, il va falloir peut-être se dire comment je fais pour baisser le coût en ayant des matières premières moins chères ou en enlevant certaines fonctionnalités du produit. Ensuite, ça peut être l'image, la notoriété, l'emplacement, tout ce qui est distribution aussi. Donc, la distribution et le commercial de votre projet, comment vous pouvez faire pour l'améliorer. Peut-être qu'au lieu de le faire par une force commerciale, vous allez le faire automatiquement par Internet. Tout ce qui est communication marketing, la gestion, l'organisation, les partenariats, les moyens humains et les compétences, l'équipement ou l'outillage. Ensuite, donc, si on regarde tout ce qui est externe dans cette matrice SWOT, donc c'est l'environnement macro, vous avez déjà les opportunités. Donc ça va être les facteurs extérieurs ou des situations dont vous pouvez tirer profit pour développer votre entreprise. Donc par exemple, il y a une nouvelle loi qui vous permet de lancer un nouveau produit que vous ne pouviez pas avant parce que cette loi, une loi ne le permettait pas. Il va y avoir aussi tout ce qui est menace, donc ça va être les problèmes, les freins extérieurs qui peuvent nuire au développement de votre projet. Donc par exemple, encore une fois, une nouvelle loi qui réglemente trop le marché sur lequel vous êtes. Donc des exemples d'opportunités et de menaces, ça va être des tendances au niveau de la demande, des tendances au niveau de l'offre, l'environnement technologique, peut-être qu'il y a une nouvelle technologie qui va vous permettre de développer un produit que vous ne pouviez pas faire avant parce que la technologie ne le permettait pas. Ça va être la concurrence ou encore l'environnement local ou l'économie. C'est à vous de déterminer les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et donc, notez tout ça. On verra un exemple juste après de SWOT qui pourra du coup vous aider à utiliser cette matrice. Donc, ça va vous permettre de vous poser des questions, comme je le disais, sur votre entreprise. Alors, il y a quelques applications du modèle SWOT qui sont connues. La première, ça va être l'offensive de l'expansion. Donc, ça consiste à utiliser les forces en interne pour profiter des opportunités de l'environnement. Alors, par exemple, profitez de la forte valeur ajoutée de vos produits pour vous positionner sur un nouveau marché. Il y a ensuite la défensive de l'expansion, donc qui s'axe sur l'amélioration et le développement en interne des points faibles de l'entreprise pour saisir les opportunités de l'environnement. Exemple, développer votre notoriété à l'international pour vous positionner sur un nouveau marché. La défense, donc qui a pour objectif d'utiliser au mieux les forces et les atouts de l'entreprise pour se protéger des différentes menaces de l'environnement.
Donc l'exemple, ça va être de renforcer votre positionnement haut de gamme pour limiter les nouveaux concurrents. Et pour finir, le repositionnement ou la diversification qui consiste à diminuer les faiblesses pour réduire la vulnérabilité de l'entreprise face aux menaces extérieures. Donc exemple, améliorer l'image de votre entreprise à l'étranger pour garder un niveau d'exportation stable malgré le désavantage causé par les fluctuations monétaires. Voilà, ça reste un exemple. Donc si on regarde maintenant la matrice SWOT de Decathlon, c'est toujours bien de voir un exemple pour aider à utiliser cette matrice. Vous voyez que Decathlon, ils ont déjà en interne donc des forces qui sont une politique d'innovation produit. C'est vrai qu'ils sont connus pour être une marque qui cherche tout le temps à innover. Ils ont une forte notoriété de la marque Decathlon, hein, ils sont connus. Ils ont une image de qualité des produits et ils ont une intégration verticale. Donc en fait, dans le sens où ils ont leur propre marque et ils vont directement de la production vers la vente aux consommateurs. Voilà, ils ne passent pas par quelqu'un d'autre pour produire, c'est eux qui font tout de A à Z. Les faiblesses, c'est toujours le socle interne, hein, ça va être la baisse de fréquentation des magasins. Ok, et ça va être le peu d'action sur le développement durable aussi enfin, en tout cas le moment où ça a été fait, même s'ils essayent de s'améliorer, c'est pas quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant. Donc ces deux faiblesses-là, ça va forcément être des choses sur lesquelles il va falloir qu'ils travaillent donc en faisant par exemple pour la fréquentation des magasins, plus du en ligne et en développant le e-commerce, etc. Et le développement durable, pareil, ça va être sur le développement de leurs produits, comment on va faire en sorte d'être un peu plus green, surtout que maintenant c'est vraiment la tendance. Ensuite, les opportunités, donc ça c'est tout ce qui est externe. On a un développement de la pratique sportive en France. Donc il y a quand même 36% des Français qui déclarent que le sport c'est leur loisir numéro un. Donc ça c'est une belle opportunité et ça veut dire que c'est un marché qui se développe. Il y a une augmentation des dépenses liées au sport, donc les chaussures, les cycles par exemple. Et il y a une politique publique favorable à la pratique du sport. Voilà, donc ça c'est plutôt politique, comme je disais. Donc toutes ces choses-là nous permettent de nous dire, ok, on est sur un marché qui se développe, et donc c'est des opportunités à saisir. Par contre, on a aussi des menaces, donc ça toujours dans le socle externe. Donc le développement du marché de l'occasion et de la vente entre particuliers. Donc ça va être une menace. Et Decathlon, il va falloir qu'ils se disent, ok, comment moi je peux essayer de pallier à cette menace. Peut-être en proposant une place de marché d'occasion sur leur site e-commerce. Ça pourrait être une solution. Voilà, je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas c'est une solution possible ici. Et il y a une tendance à la baisse du pouvoir d'achat aussi. Voilà, donc comment on fait pour pallier à cette menace? Peut-être que justement en étant producteur de leurs produits, en créant de A à Z, donc en faisant la conception jusqu'à la vente, ils peuvent baisser le prix final du produit et ça peut permettre de pallier à cette menace qui est que les gens ne peuvent pas acheter autant qu'avant. Qu'est-ce que le marketing? Le marketing, ça correspond à toutes les analyses et les actions nécessaires pour mettre un produit ou un service sur le marché afin de le vendre. Donc le marketing, ça va agir sur toutes les facettes de votre entreprise, que ce soit le produit ou le service que vous faites, la cible que vous visez, le prix, la rentabilité, la distribution et la communication. Donc votre marketing, il n'est jamais figé, il évolue constamment selon les attentes des clients, la concurrence, le marché qui est aussi en constante évolution. Donc votre marketing, il doit créer une valeur perçue. Ok, c'est très important cette valeur perçue pour votre offre qui est supérieure à celle de vos concurrents. Donc la valeur perçue, ça correspond à la valeur que représente votre produit ou votre service dans l'esprit du consommateur. Alors attention, cette valeur perçue, elle n'a aucun lien avec la valeur réelle ou le coût de fabrication. Un exemple très concret, hein, iPhone, ça a une forte valeur perçue, alors qu'il y a des téléphones qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup moins chers. Voilà, donc ils ont une valeur perçue par plein d'autres moyens, notamment grâce à la communication. Donc plus la valeur perçue d'un produit ou d'un service est haute, et moins le coût de revient, donc de fabrication du produit ou du service est cher, plus vos marges seront élevées. Et la perception de valeur, ça peut être très fortement influencé par la communication. Donc, par exemple, avec l'iPhone, ils ont un très fort marketing et une très forte communication qui augmente beaucoup cette valeur perçue. Et alors, ce n'est pas parce que vous ajoutez plus de fonctionnalités à votre produit, ok, ou d'offres ou de services pour ce qui est d'un service, que ça va forcément augmenter la valeur perçue. Donc si on prend un schéma très connu du livre Mercator, qui est la bible du marketing, hein, la valeur perçue, elle va être déterminée par plusieurs choses. Donc déjà, elle va être déterminée par ce qu'on appelle les bénéfices perçus. Donc ça va avoir tendance à augmenter votre valeur perçue. Donc ça va être votre produit ou votre service principal, quelles sont ses performances, la qualité,
les services associés, si vous avez un service après-vente, etc. Et évidemment, la marque. Voilà, si pour une marque qui est déjà connue, bah, l'image de la marque est importante. Ensuite, on va avoir les coûts perçus. Donc les coûts perçus, ça va avoir tendance plutôt à diminuer votre valeur perçue. Tout simplement, bah, ça va être le prix, ok, ça va être l'effort et le temps. Donc ça, l'effort et le temps, par exemple, c'est si vous avez déjà un produit ou un service et que vous voulez changer pour une offre concurrente, bah, combien ça va vous prendre de temps et combien ça va enfin, combien vous allez devoir faire d'efforts pour faire ce changement. Il va y avoir le coût du changement aussi et les risques perçus. Voilà, donc ça, ces deux choses-là. Les bénéfices perçus, ça va augmenter votre valeur perçue et les coûts perçus, ça va diminuer votre valeur perçue. En tout cas, si vous en avez. Ensuite, on a la valeur perçue des offres concurrentes. Bah oui, forcément, parce que les offres concurrentes, elles aussi, ont une valeur perçue. Et donc, bah, par rapport, quand quelqu'un achète un produit ou un service, il va comparer les différentes offres disponibles et il va les comparer entre elles. Donc, s'il a une valeur perçue très forte d'une autre offre, forcément, la vôtre va avoir une valeur perçue qui va être diminuée à cause de ça. Et pour finir, bah, on a l'expérience, c'est-à-dire que quand quelqu'un a acheté votre produit ou votre service, bah, soit il va être satisfait, et dans ce cas-là, il va avoir une intention de rachat, soit il va être insatisfait et bah, il n'aura pas envie de racheter le produit et il va même le critiquer. Alors, d'ailleurs, dans ce cas-là, il pourrait même, enfin, on sait que le bouche à oreille, c'est le moyen de communication le plus fort pour vendre un produit ou un service. Et c'est vrai que bah, s'il est insatisfait, il risque de critiquer votre produit et du coup de propager un peu ça. Surtout que quand quelqu'un est insatisfait, il a tendance à beaucoup plus en parler que quand il est satisfait. Voilà, donc tous ces éléments-là bah, vont faire en sorte de construire, de donner cette valeur perçue à votre offre, donc votre produit ou votre service. Pourquoi les gens achètent un produit ou un service? La première raison, c'est tout simplement que votre offre, elle répond à un problème, une demande des clients. Donc allez voir ma vidéo pour savoir comment trouver la bonne idée pour créer votre entreprise. C'est la vidéo précédente. J'aborde plus en détail tout ça, toute cette notion de problème, de besoin, de demande. Donc comme ça, vous aurez tous les éléments. La deuxième raison, c'est que la valeur perçue de votre offre, elle correspond à ce que les personnes recherchent, tout simplement. Et la troisième raison, c'est que ça réveille un besoin plus ou moins important. Donc là, on a un schéma qui est très connu pour ça, qui est la pyramide de Maslow. Donc l'être humain a plusieurs besoins et en fait quand bah, votre produit ou votre service va répondre à un de ces besoins. Donc le premier besoin qui est la base de la pyramide, ça va être tout ce qui est besoin physiologique, donc respirer, dormir, manger. Ensuite un besoin de sécurité, avoir un environnement qui est stable et prévisible. Un besoin ensuite d'appartenance et d'amour, donc l'affection des autres, appartenir à un groupe. Un besoin d'estime, donc confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. Donc par exemple, euh, si je reprends mon exemple de l'iPhone de tout à l'heure, il y a quand même ça répond aussi à un fort besoin d'appartenance, voilà, parce que quand on a un iPhone, en gros, on fait partie du club de ceux qui ont un iPhone. Donc ça joue là-dessus, et c'est pour ça aussi que des personnes achètent ce téléphone. Ok, c'est pas seulement pour les questions, enfin la puissance du téléphone ou quoi, c'est aussi parce que ça donne une image et ça donne du coup une estime de soi et une affection des autres parce qu'on a l'impression d'appartenir à un groupe, voilà, tout simplement. Donc après, ça va être le besoin d'estime, donc la confiance et le respect de soi, la reconnaissance et l'appréciation des autres, et pour finir, le besoin d'accomplissement de soi-même, donc être celui qu'on veut vraiment être et faire ce qu'on veut. Important de savoir que les gens, ils achètent des émotions, ils les justifient par la logique. C'est souvent comme ça, hein. La plupart des gens, ils achètent euh, à cause de leurs émotions, on va dire, et ils vont les justifier par la logique en cherchant, en trouvant un sens et un besoin. Des fois, souvent, ok, bah en fait, oui, j'avais besoin d'acheter ça, ce produit ou ce service, alors qu'au final, pas du tout. C'est juste une émotion qui a parlé. Ça peut être l'ego, ça peut être plein de choses. La valeur de votre produit, de votre service, elle est proportionnelle à la compréhension de la souffrance de votre marché, de votre cible. Donc plus vous comprenez le besoin, la demande que votre cible a, bah, plus la valeur de votre produit pour cette cible-là, elle va être haute. Donc, et les gens vont acheter forcément. Les gens, ils n'achètent pas de produits ou de services, ils achètent aussi des histoires. Exemple très concret, j'avais vu une publicité où quelqu'un qui faisait des drones indestructibles racontait qu'il était dans une société concurrente avant de drones, il était salarié dans cette société, et il trouvait que les drones ils se cassaient très facilement, il fallait toujours les réparer. Et donc en fait, il a proposé de faire un drone indestructible, sauf que bah, évidemment, cette société ne voulait pas, parce que ça ne leur rapportait pas assez d'argent. Et du coup, bah, lui, il est parti de la société pour créer ses propres drones qui étaient indestructibles. Alors vous voyez que c'est du beau, c'est ce qu'on appelle du storytelling, hein. Il va nous raconter une histoire. À mon avis, c'est complètement faux, hein. Enfin, peut-être que c'est vrai, mais ça, on ne peut pas le savoir en fait. Mais le fait de faire ça, eh ben, on s'imagine vraiment la personne être dans l'entreprise,
partir de son entreprise pour vouloir créer un produit qui nous correspond nous et en plus qui nous sert parce que bah, il nous propose un drone qui est incassable. Et le fait qu'il fasse ça comme ça, et bah, c'est beaucoup plus vendeur que s'il nous disait juste, ok, bah, moi j'ai créé un drone qui est indestructible. Ok, ça c'est une forte valeur ajoutée, mais le fait qu'il raconte sa belle histoire autour, bah, ça nous donne encore plus envie de l'acheter. Et donc, bah, quand vous touchez l'imagination des personnes, bah, vous touchez plus facilement le cœur et ça déclenche plus facilement un achat. Les étapes du mix marketing, avant de définir votre mix marketing, vous allez devoir faire un travail d'analyse important afin de connaître la situation de votre entreprise. Donc vos clients, leurs besoins, leurs attentes, les concurrents, le marché. Donc on aura une vidéo hein, dans les prochaines vidéos qui arrivent sur l'étude de marché plus en détail. Donc les étapes, bah, ça va être, comme je disais, la première c'est l'analyse, donc tout ce qui est étude de marché, étude de votre projet, de l'entreprise. Ensuite, vous allez faire votre stratégie en définissant votre mix marketing pour le cible, le prix, enfin, la cible, le prix, le produit ou le service que vous vendez, comment vous le distribuez, comment vous communiquez. Et tout ça va déterminer votre positionnement. Et la troisième étape, c'est l'action. Évidemment, ça va être la mise en place des actions commerciales et de communication et le lancement du projet. Donc le mix marketing, donc les fameux 4P, hein, c'est la combinaison de ces 4P qui sont le produit, le prix, la promotion, donc ça veut dire communication, et place qui veut dire distribution. Donc le premier P, le produit, bah, ça va être la gamme de produits ou de services que vous faites, ça va être la qualité, est-ce que vous faites du haut de gamme, du moyen de gamme, du bas de gamme. Alors à savoir que 20% des produits ou des services que vous faites, ça représente souvent 80% du CA, c'est la fameuse loi de Pareto, hein, 80-20. Ça peut être les formats, ça va être le conditionnement, l'emballage de vos produits, les couleurs, les caractéristiques, les options, les tailles, les garanties, le service à la clientèle, bref, toutes ces choses-là, par exemple, qui vont déterminer bah, votre offre, donc votre produit ou le service que vous vendez. Le deuxième P, le prix. Donc la politique de prix, c'est pas seulement le prix de vente de votre produit ou de votre service, hein, ça peut être aussi les promotions et les conditions de paiement. Donc vous pouvez vous poser les questions suivantes pour déterminer votre prix de vente. Quels sont les prix actuellement pratiqués sur le marché? Est-ce que ces prix elles varient en fonction d'une variable? Donc ça va être une saison, des matières premières. Évidemment, ça peut jouer sur le prix, donc à la hausse ou à la baisse. Quelles sont les pratiques en usage sur ce marché? Parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire des prix qui sont trop différents des concurrents, sauf si vous faites une offre qui est vraiment différente. Est-ce que les prix sont soumis à une réglementation spécifique? Bah, peut-être qu'il y a des limites de tarifs et on ne peut pas les dépasser. À quel coût le client il satisfait ses besoins, enfin son ou ses besoins aujourd'hui? Bah, s'il a un certain tarif, voilà, vous allez devoir le connaître pour pouvoir ajuster votre propre tarif. Quelles sont les tendances d'évolution des prix? Quelle politique de prix vous devez pratiquer? Plutôt agressive, plutôt prudente? Quel sera le prix de vente au client final? Donc en comprenant les marges des éventuels distributeurs, le prix de vente par l'entreprise, les remises éventuelles, et dans quelle mesure ça sera possible de faire évoluer votre prix. Pour déterminer votre prix, vous devez penser aux différents coûts. Donc vous allez avoir les coûts fixes, donc par exemple les salaires ou la location d'un local, les coûts variables, donc les frais des transporteurs, le prix des matières premières, et la marge que vous souhaitez faire pour que votre entreprise elle soit rentable. Donc très important de noter tout ça parce que ça va vous permettre aussi de faire votre tableau pour votre rentabilité. Donc on verra ça dans des prochaines vidéos. Donc un schéma qui nous montre un peu comment on peut constituer le prix de vente d'un produit. Alors évidemment, c'est adapté si vous faites un service ou un produit. Évidemment, si vous faites qu'un service sur Internet, vous n'avez pas de distribution spécifique, vous n'avez pas forcément d'approvisionnement. Bref, il faut adapter ce tableau par rapport à votre offre, hein. Mais en tout cas, là, on va en parler entièrement. Donc vous avez le coût d'achat plus le coût d'approvisionnement, ça va vous faire un coût total d'achat. Si on rajoute à cela le coût de la production, ça va nous faire un coût total de production. Si on rajoute à cela encore le coût de la distribution, bah, ça va être le coût commercial. À ce coût commercial, on va rajouter le coût administratif, donc ça va nous faire un prix de vente. Et bah, à ce prix de vente, on va lui rajouter la marge donc, que vous voulez faire pour que votre entreprise elle soit rentable. Et ça va vous donner un prix de vente. N'oubliez pas que votre prix doit être cohérent avec votre positionnement, hein. Si vous faites un produit haut de gamme à un prix peu élevé, bah, ce n'est pas cohérent. Et votre prix doit être aussi aligné sur les prix du marché. Bah, parce que si vous êtes trop en dessous du prix du marché ou vous êtes trop au-dessus, bah, c'est peut-être pas non plus ce qu'il faut faire. Vous l'aurez compris, la fixation du prix, elle doit prendre en compte les composantes suivantes. Donc le prix de revient, donc le coût de fabrication de votre produit ou de votre service. Ça doit prendre en compte aussi les prix exercés par la concurrence. Voilà, parce que vous ne pouvez pas avoir un prix qui soit trop en dessous de la concurrence, sauf si c'est votre stratégie évidemment, hein, ou trop au-dessus de la concurrence, à part si vous avez une offre qui est vraiment unique et qui justifie le fait que vous ayez un prix qui est beaucoup plus élevé. Il y a aussi ce qu'on appelle le prix psychologique et, alors c'est et ou acceptable par votre client. Ok, donc ça, c'est le prix que votre client
accepte de payer dans sa tête, il se dit, enfin, il est prêt à aller jusqu'à ce prix-là. Et on a tous un prix psychologique acceptable dans notre esprit. Quand on va acheter quelque chose, on se dit, ok, bah, moi je suis prêt à payer jusqu'à temps. Et donc si votre prix de vente il est bien au-dessus du prix psychologique acceptable par votre client, bah, ça va être beaucoup plus difficile de lui vendre. Donc, enfin, vous pourrez toujours y arriver, hein, mais ça veut dire qu'il va falloir le convaincre. Et quand vous devez convaincre quelqu'un, bah, vous allez devoir plus travailler, donc faire plus de communication, un marketing plus avancé. Voilà, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ça va être beaucoup plus difficile. Et il vous faut aussi un prix qui vous permet de dégager des marges suffisantes pour l'entreprise, donc qui vous permettent de vivre, hein, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas des marges suffisantes, votre produit ou votre service, il ne vous permettra pas de créer votre entreprise, tout simplement. Le troisième P, donc promotion, qui veut dire communication. Donc la politique de communication, ça permet de faire connaître votre produit, d'attirer l'attention, d'intéresser les clients potentiels, d'accroître le désir envers votre produit ou votre service, informer, motiver l'achat, changer les perceptions, générer des actions, augmenter les quantités vendues. Bref, ça peut permettre beaucoup de choses, hein. Alors ça concerne la publicité, mais il existe aussi le packaging, donc l'emballage, les dépliants, les promotions, les concours, les relations publiques, les communiqués de presse, la participation aux salons et foires, les démonstrations, les échantillons, bref, tout ce que vous pouvez. Enfin voilà, c'est pas que la publicité comme on connaît, la publicité à la télé ou à la radio par exemple, ou sur Internet, bref, il y a plein d'autres choses. Et les trois objectifs principaux de la communication, c'est de un, vous faire connaître, donc dire que vous existez ou prévenir d'un nouveau produit ou service. Deux, vous faire aimer, donc faire en sorte que les consommateurs vous préfèrent aux autres. Et trois, faire agir, donc c'est-à-dire faire en sorte que les consommateurs achètent ou fassent une demande, par exemple, de documentation ou de devis. Vous devrez déterminer un plan de communication dans lequel vous allez choisir les médias, donc les sites internet, réseaux sociaux, sur lesquels vous allez communiquer et quel message vous allez délivrer sur chacun. Alors attention, hein, ce plan de communication, quand on crée sa société, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très compliqué, hein. N'oubliez pas que enfin, voilà, ça prend du temps de faire tous ces outils-là. Et c'est vrai qu'au départ, il faut essayer de vendre le plus rapidement possible et pas trop perdre de temps à faire ce genre de choses. En tout cas, c'est mon avis. Évidemment, vous devrez choisir les médias sur lesquels votre cible elle se trouve. Donc, si vous visez les professionnels, par exemple, peut-être que vous irez plus sur LinkedIn comme réseau social que sur TikTok. C'est même sûr et certain. Par contre, si vous ciblez une cible plus jeune, peut-être que vous irez plutôt sur Snapchat ou TikTok ou les réseaux sociaux sur lesquels ils sont. Ça dépend de votre cible. Donc, les différentes étapes pour déterminer ce plan de communication, ça va être de choisir le message à délivrer. Donc, qu'est-ce que vos clients ils doivent retenir? Identifier vos clients, la cible de communication à laquelle vous allez vous adresser. Choisir les supports de communication et les médias adaptés à vos objectifs et cibles. Faire un calendrier des actions à mener, établir un budget de communication, voir à peu près combien ça pourrait vous coûter. Mettre en place des indicateurs pour vérifier si votre campagne elle a été efficace. Et puis lancer la communication. Le dernier P, place pour distribution. Donc la politique de distribution, ça concerne la façon dont vos produits seront distribués. Donc ça touche entre autres aux points de fabrication, l'entreposage, les points de vente, la vente en ligne, les intermédiaires, les territoires, la livraison, les moyens, les infrastructures que vous mettez en avant. Alors il peut y avoir plusieurs circuits. Il peut y avoir le circuit direct, donc directement depuis le producteur vers le client, le circuit court, donc avec un producteur, un distributeur et un client, et un circuit long qui est le producteur, qui passe par un grossiste, qui passe ensuite par un distributeur, et après qui arrive au client. Vous l'aurez compris, réfléchir aux 4 P, ça vous permettra de faire votre plan marketing pour répondre aux questions suivantes, qui est qu'est-ce que mon produit est ou mon service, quel prix convient-il de fixer et pourquoi, quel mode de communication il faut privilégier et pourquoi, est-ce que le prix est compatible avec le canal de distribution et le mode de communication envisagé, et est-ce que la communication elle est adaptée au produit. Et le fait de faire tout ça, donc de réfléchir à ces 4 P, ça va aussi déterminer votre positionnement sur le marché. Le mix marketing, il a beaucoup évolué. Donc, on avait les 4 P qui sont vraiment la base, le socle de base, hein. Mais maintenant, avec l'évolution des nouvelles technologies et la façon de vendre, etc., de l'évolution de la consommation des clients, on a 6 autres P. Donc, le cinquième P, c'est pour people. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut se préoccuper de la satisfaction des consommateurs pour fidéliser votre clientèle et améliorer la réputation de votre marque. Alors, parce que n'oubliez pas qu'acquérir un nouveau client, ça coûte au moins 2 fois plus cher que d'en garder un. Donc c'est très important de travailler sur l'expérience client, la satisfaction client et donner un rôle actif à vos clients. Le sixième P, pour process de vente, il faut que vous pensiez à trouver des moyens d'optimiser la durée de la vente en vous mettant à la place de votre client.
et en prévoyant ses réactions et en étant attentif à ses attentes. Donc le process de vente, ça correspond au parcours réalisé par votre client depuis la découverte de votre offre jusqu'à la vente. Et donc l'observation des canaux utilisés par votre client, ça permet d'optimiser les tunnels de conversion, vos tunnels de vente. Et l'objectif, bah, c'est de réduire l'inquiétude au maximum de vos clients lors de l'achat pour augmenter vos ventes. Le septième P, pour Physical Evidence, donc preuves physiques, ce sont les preuves utilisées pour convaincre vos clients. Donc ça va être des témoignages, des avis clients, des mentions spécifiques sur vos pages de vente. C'est très important dans les business 100% digitaux parce que contrairement à un produit en boutique, alors c'est aussi valable pour les produits en boutique, hein, mais c'est encore plus pour les business 100% digitaux, en fait, contrairement à un produit en boutique, les clients ne peuvent pas tester avant d'acheter. Donc le fait d'avoir des avis des clients, des témoignages, bah, ça vous aide. Et c'est aussi le cas dans un service, hein. Si vous êtes coach, par exemple, bah, le fait d'avoir des avis clients, des témoignages, ça vous donne de la crédibilité. Le huitième P, pour Purple Crow ou originalité d'un produit ou d'un service, bah, c'est faire en sorte que votre offre elle soit différente de celle des concurrents. Alors évidemment, il faut qu'elle soit différente et originale. Après, il faut aussi que ça corresponde aux besoins du consommateur. Donc si vous êtes trop différent ou trop original, dans ce cas-là, ça pourrait plutôt vous pénaliser. Le neuvième P, pour Permission Marketing, donc permission de faire du marketing. Alors ça, c'est qu'avant, la communication elle était plutôt ce qu'on appelle outbound, c'est-à-dire qu'en gros, que c'était la marque qui communiquait vers le consommateur. Ce type de communication, il est clairement intrusif et de moins en moins apprécié, hein. Je ne sais pas pour vous, mais toute la communication comme ça qui vient nous déranger quand on voit on a une publicité à la radio, quand on a un pop-up qui apparaît d'un coup, enfin bref, quelqu'un qui nous appelle pour faire du démarchage. Tout ce genre de communication, c'est très intrusif et c'est vraiment de moins en moins apprécié. Donc maintenant, on parle de communication inbound, ok, où le client, donc vous, quand vous êtes client, vous donnez déjà votre accord avant de recevoir une communication. Et ça, c'est très important d'essayer de faire de la communication avec vos clients en utilisant plutôt cette méthode-là, où vous êtes bah, dans un échange avec le consommateur plutôt que juste lui faire de la communication outbound, même si c'est nécessaire, évidemment, pour vous faire connaître, hein. Et le dernier P, le dixième, qui est partnership, qui est partenariat entre marques. Donc ça, c'est utiliser la notoriété d'un partenaire. Donc par exemple, si vous utilisez la notoriété d'un influenceur, d'une influenceuse sur Instagram, pour vendre vos produits ou vos services. Et d'ailleurs, même les concevoir. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour définir votre offre de manière plus précise, donc en utilisant les 4 P et les 6 autres P bonus, entre guillemets. Vous pouvez aussi utiliser le SWOT. Ok, donc tout ça, ce sont des outils, hein, mais ça va vous permettre de vous poser des questions sur votre offre, la façon dont vous allez vendre, à qui vous allez vendre, qu'est-ce que vous allez faire pour votre produit ou votre service. Ok, et donc dans les 2 prochaines vidéos, nous verrons comment définir votre business model, ok, donc comment vous allez gagner de l'argent, entre autres, en utilisant le business model Canvas, donc qui est un outil qui est très intéressant, et on verra aussi les différents types de business model existants. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties vidéo. Rejoignez-nous également sur le groupe privé d'entraide sur Facebook pour échanger et poser vos questions. Vous avez le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.